Cette photo a été prise le lendemain de l'arrivée de Khomeini en Iran. Le Shah était parti déjà depuis une dizaine de jours. Donc après une journée de liesse, de ferveur incroyable dans Téhéran jusqu'au cimetière où il y avait eu 4 millions de personnes qui avaient défilé dans les rues, Khomeini s'est installé dans cette école, à la vie. Il en a fait son quartier général. C'est là où les gens venaient le voir, les notables, les mollahs, les dignitaires, les envoyés du gouvernement, tout le monde. À la porte de l'école, il y avait déjà des dizaines de milliers de gens qui attendaient. Tout était très organisé. Il y avait une file pour les femmes, une file pour les hommes. Les portes s'ouvraient. Des milliers de gens rentraient dans la cour et attendaient l'apparition du prophète. La fenêtre s'ouvrait. On voyait apparaître vaguement une tête, 2 têtes, 3 têtes de mollahs. Et tout d'un coup, apparaissait ce qui était devenu un demi-dieu pour la foule. Et là, c'était le délire. Il y avait des milliers de gens qui essayaient de s'agripper, de s'accrocher, qui tendaient leurs doléances. Il y avait une ferveur, un espoir. Tout le monde croyait que Khomeini allait changer leur vie. Lui est complètement absent. Il regarde dans le lointain, il ne regarde jamais les gens. Et sa main, elle ne les salue pas. Khomeini, dans cette histoire, il est comme une statue. Pour faire cette photo, j'étais juste sur un poteau de panneau de handball. Il y avait tous mes confrères. Ça a duré pendant une semaine. Et c'est dans cette école que s'est préparée sans doute la révolution, qui a eu lieu 10 jours plus tard. 1er février 1979. Après 15 ans d'exil, l'imam Khomeini rentre triomphalement en Iran, où une insurrection populaire vient de renverser le régime dictatorial du Shah. Commence l'ère de la République islamique, qui s'appuie sur l'autorité des mollahs et sur la milice armée des gardiens de la révolution. Khomeini impose par la terreur la loi islamique. Port du tchador pour les femmes, punition par le fouet des buveurs d'alcool, mise sous tutelle de la presse, tandis que se multiplient les exécutions sommaires. Profitant de la guerre déclenchée par l'Irak, le guide de la révolution élimine l'opposition tout en soutenant à l'étranger les terroristes musulmans. En janvier 89, il ordonne la mise à mort de l'écrivain Salman Rushdie, accusé de sacrilège. Quand 6 mois plus tard le dictateur meurt, il laisse un pays dévasté et totalement isolé sur la scène internationale. Intellectuel proche de Khomeini lors de son exil en France, Bani Sadr fut le premier président de la République islamique. Dénonçant les dérives du régime, il s'exile dès 1981. Depuis, il vit reclus dans la région parisienne. Comme vous pouvez voir, les mollahs ont remplacé les intellectuels qui entouraient ici à Paris Khomeini. Ce qui montre que le nouveau pouvoir, c'est le pouvoir monopolisé par les mollahs. Et les mollahs ne voulaient pas le partager avec les autres. La plupart ne sont pas vivants, ce qui veut dire que le pouvoir n'a pas épargné même ceux qui ont fait tout pour l'avoir. Il y a un qui est vivant, c'est son petit-fils, qui est actuellement à Rome, Hussein ici. Son fils Ahmad, qui est mort d'un mort suspect. L'autre, c'est un religieux de Shiraz qui a été assassiné. Et un autre qui représente Khomeini dans les gardiens de la Révolution est mort dans un accident d'avion. On dit même que c'était une explosion. Celui-ci est actuel président du Parlement. Ce régime, il est en échec dans tous les domaines, imagine par l'assassinat et le crime, peut retarder sa fin. C'est un régime que, malgré tous ces crimes, n'a pas pu étouffer ce cri du peuple qui réclame la liberté. Il est entré en photographie par militantisme politique. Quand il part en Iran, Michel Saïdboun rêve surtout de voir tomber le Shah. Ce sera la désillusion et le début d'une carrière. La révolution iranienne était extrêmement visuelle. Il y avait bien entendu toutes ces femmes en noir avec les tchadors, les mollahs en turban. Les gens avaient un sens du drame, de la mise en scène, du mouvement, des couleurs. C'était incroyable de beauté. Et en plus, la population nous soutenait. Moi, j'avais des gens qui m'agrippaient comme ça, ils disaient « Faites les photos, témoignez, montrez ce qui se passe ici ». Ma tête de métèque faisait que je pouvais passer pour un Iranien n'importe où. C'est un métier où le fait de passer inaperçu, c'est un atout formidable. Les mêmes images qu'on prenait donc, pour la presse étrangère, on les découvrait la semaine d'après dans les manifs, portés en étendard par les manifestants. Et nous, on regardait du haut des voitures d'où on faisait les photos, on disait « Tiens, c'est moi qui ai fait la couverture cette semaine. Ah ben non, c'est moi ».
Pour moi, cette photo, c'est illusion perdue. Ça correspond en plus pour moi à un engagement, je dirais, politique. J'y ai cru et puis voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Je pensais qu'on pouvait changer les choses. Là, j'en suis moins convaincu. L'Iran, ça a été effectivement un début de professionnalisme, je dirais. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de continuer à travailler avec passion dans des histoires aussi importantes que ça, en essayant d'avoir la bonne distance.